95% des progrès vers la paix ont été accomplis et nous sommes plus proches que jamais d'un accord entre l'Ukraine et la Russie. Ces mots, ce sont ceux du président américain Donald Trump à la sortie d'une réunion avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier a évoqué de son côté de grandes avancées, de quoi donner l'impression donc que la fin de la guerre est presque actée. Mais alors, que sait-on précisément de ce potentiel accord et sommes-nous réellement proches d'une paix en Ukraine? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, je remplace Hugo cette semaine, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Cette rencontre, qui est la première entre les présidents américains et ukrainiens depuis octobre dernier, s'est tenue à Mar-a-Lago, en Floride, dans la résidence de Donald Trump. Elle a duré près de 2 heures et les principaux dirigeants européens ont également été invités à y participer lors d'un point par téléphone. Ce rendez-vous, il arrive après des semaines de diplomatie américaine. Les États-Unis ont présenté mi-novembre un plan de paix en 28 points, préparé en lien avec la Russie par les négociateurs de Donald Trump. Ce texte reprenait en grande partie les demandes russes, ce qui a beaucoup inquiété l'Ukraine et plusieurs pays européens. En réponse, l'Ukraine a mis sur la table la veille de Noël, le 24 décembre donc, une contre-proposition plus courte, en 20 points, qui propose un gel du front sur les positions actuelles et abandonne aussi 2 exigences clés de la Russie, un retrait des troupes ukrainiennes de la région de Donetsk et un engagement de l'Ukraine juridiquement contraignant de ne pas adhérer à l'OTAN, cette alliance militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis. En amont de cette réunion, Volodymyr Zelensky avait indiqué qu'il comptait donc convaincre Donald Trump de revoir certaines propositions clés du plan de paix piloté par les États-Unis dont je viens de vous parler. D'ailleurs, beaucoup estimaient que cette première version était calquée sur les demandes russes. Mais alors, que faut-il savoir de cette rencontre? Eh bien, Volodymyr Zelensky a révélé que les États-Unis proposent à l'Ukraine des garanties solides pour 15 ans renouvelables. Concrètement, il s'agirait d'un engagement américain à aider l'Ukraine militairement, financièrement et en matière de défense aérienne sur le long terme si la Russie menaçait de nouveau le pays, mais le président ukrainien pousse pour une durée plus longue, 30, 40 ou 50 ans, car pour lui, la vraie question, c'est surtout de savoir si cette guerre sera la dernière ou juste une pause avant la prochaine. Sur le papier, on peut donc dire qu'il y a un début de cadre, un plan américain largement discuté, une version ukrainienne retravaillée et des garanties de sécurité en cours de négociation. Sur cette base, donc, Donald Trump peut effectivement affirmer être proche d'un accord, mais la réalité est un petit peu plus compliquée. D'abord, la Russie n'est pas autour de la table des négociations dans ses annonces publiques. Rien ne prouve aujourd'hui que le président russe Vladimir Poutine est prêt à accepter un compromis qui ne serait pas clairement à son avantage. Alors certes, Donald Trump a annoncé avoir eu un échange productif par téléphone avec lui en amont de cette rencontre avec Zelensky, mais il n'y a pas eu d'annonce concrète. Ensuite, la plupart des sujets qui sont au cœur des tensions restent flous, le sort des territoires occupés par l'armée russe, les sanctions contre la Russie, ou encore le cadre d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donald Trump a par exemple admis que la question de la ligne de séparation dans l'est de l'Ukraine n'était pas résolue. Nous n'avons pas d'accord sur le Donbass, a-t-il déclaré. En gros, c'est la frontière qui définirait concrètement qui contrôle quoi entre l'Ukraine et la Russie si un accord de paix était signé. Enfin, il y a aussi une limite très concrète, la politique intérieure américaine. Des garanties de sécurité américaines n'ont de valeur que si le Congrès, donc l'équivalent du Parlement en France, suit et si les prochains présidents américains les respectent. Or, aux États-Unis, l'aide à l'Ukraine divise déjà, surtout chez les républicains, donc le camp de Donald Trump, qui juge que les États-Unis financent trop la guerre et qu'ils devraient se concentrer plutôt sur les sujets nationaux. Donc si ce rapport de force politique évolue dans le mauvais sens pour l'Ukraine, l'accord pourrait être compromis. En tout cas, Emmanuel Macron a annoncé une réunion des alliés de l'Ukraine à Paris début janvier autour des garanties de sécurité pour le pays dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie. En plus de cette rencontre, Volodymyr Zelensky a déclaré souhaiter une réunion de conseillers américains et européens en janvier, de préférence en Ukraine. Par ailleurs, il a aussi précisé lors d'une conférence de presse en ligne ce lundi qu'un éventuel accord mettant fin à la guerre devrait être approuvé par référendum en Ukraine et que le vote pourrait n'avoir lieu qu'après un cessez-le-feu total d'au moins 60 jours, une exigence que la Russie refuse pour l'instant. Enfin, on peut noter que Volodymyr Zelensky juge la présence de troupes étrangères en Ukraine nécessaire dans le cadre des garanties de sécurité. En gros, l'idée ce serait que des forces alliées américaines, européennes ou issues d'une coalition soient stationnées en Ukraine pour dissuader toute nouvelle offensive russe et intervenir rapidement en cas de menace. Sur ce sujet, la Russie a dit à plusieurs reprises qu'elle refusait catégoriquement la présence de forces occidentales sur le sol ukrainien. Reste une question centrale, la Russie veut-elle vraiment la paix? Plusieurs analystes estiment que Vladimir Poutine pourrait chercher surtout à gagner du temps, maintenir la pression militaire et donner l'impression d'être ouvert au dialogue tout en poursuivant ses objectifs sur le terrain. Et signe qui renforce cette analyse, la veille même de cette rencontre entre Trump et Zelensky, la Russie a bombardé Kyiv, la capitale ukrainienne, faisant au moins 1 mort et 28 blessés. Parallèlement, la Russie a accusé l'Ukraine ce lundi d'avoir attaqué dans la nuit la résidence présidentielle de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod à l'aide de 91 drones de longue portée. Aucun blessé ni dégâts n'a été signalé. De son côté, Volodymyr Zelensky
Zelensky a démenti cette information de la Russie, la qualifiant, je cite, de pure invention destinée à justifier de nouvelles attaques. On suivra tout ça, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus, et je vous laisse avec Julie pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu, des exercices militaires avec des tirs à munitions réelles, baptisés Mission Justice 2025, ont été lancés ce lundi par la Chine autour de Taïwan, une île que la Chine considère comme une partie de son territoire. Le ministère taïwanais de la Défense dit avoir détecté 89 avions militaires et drones, ainsi que 28 navires militaires chinois. Il s'agit du nombre le plus élevé d'avions chinois signalés en une seule journée depuis le 15 octobre 2024. Alors Taïwan a condamné ces exercices de la Chine et dénoncé, je cite, une intimidation militaire. Le pays a également annoncé déployer son armée en réponse aux exercices militaires de la Chine. Il faut savoir que le contexte est tendu en ce moment entre les deux pays, notamment à cause d'une importante vente d'armes des États-Unis à Taïwan annoncée mi-décembre. On en avait parlé sur la chaîne, il s'agit de la deuxième vente d'armes à Taïwan depuis le retour au pouvoir de Donald Trump pour un montant de 11,1 milliards de dollars au total, soit le montant le plus important depuis 2001. Ça n'avait d'ailleurs pas du tout plu à la Chine, qui a répondu la semaine dernière en imposant des sanctions à 20 entreprises américaines de défense. Deuxième actu, Donald Trump doit recevoir ce lundi soir le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans la résidence de Mar-a-Lago en Floride, où le président américain passe les fêtes de fin d'année. C'est la 5e fois que les deux hommes se rencontrent depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier. L'objectif, parler de l'avenir de la trêve dans la bande de Gaza et notamment du passage à la deuxième phase du cessez-le-feu qui est en vigueur depuis octobre. Cette deuxième phase qui prévoit le désarmement du Hamas, un retrait progressif de l'armée israélienne de Gaza, la mise en place d'une autorité de transition et le déploiement d'une force internationale de stabilisation n'a toujours pas été mis en place, notamment parce qu'Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. A noter qu'avant d'entamer les discussions sur la deuxième phase, Israël réclame la restitution du corps d'un dernier otage retenu à Gaza. Mais de son côté, le Hamas a assuré ne pas avoir réussi à le localiser. On continuera de vous informer là-dessus. Troisième actu, vous l'avez sûrement appris ce week-end, l'actrice et mannequin française Brigitte Bardot est décédée ce dimanche matin à Saint-Tropez, où elle vivait depuis la fin des années 50. Elle avait 91 ans. Depuis, les hommages se sont multipliés, que ce soit en France ou à l'international. Sur X, Emmanuel Macron a écrit pleurer une légende du siècle. De son côté, le journal britannique The Guardian a annoncé la mort de Brigitte Bardot comme celle d'une légende du cinéma français. Elle était devenue une icône mondiale après la sortie du film Et Dieu créa la femme en 1956. Certaines associations comme PETA ont par ailleurs salué la perte d'un des plus sincères défenseurs des animaux. Brigitte Bardot avait décidé de quitter les plateaux de tournage à 39 ans pour se consacrer entièrement à la protection des animaux. Bon, mais parmi ces hommages, d'autres n'ont pas oublié de souligner ses propos antiféministes, xénophobes, ainsi que sa proximité avec l'extrême droite française. L'actrice n'avait jamais caché son amitié avec Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National. Elle avait également déjà été condamnée à 6 reprises pour incitation à la haine raciale entre 1997 et 2008 en raison de nombreuses déclarations visant les immigrés. A noter que Brigitte Bardot sera enterrée au cimetière marin de Saint-Tropez le mercredi 7 janvier. L'actrice avait pourtant exprimé dans le passé son souhait de reposer dans sa propriété tropézienne de la Madrague. Quatrième actu, les excès de plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée sont plus durement sanctionnés à partir de ce lundi. Concrètement, ils sont désormais considérés comme un délit et non plus comme une simple contravention. En droit français, un délit entraîne des sanctions plus lourdes et jusqu'ici, ces grands excès de vitesse relevaient d'une contravention de 5e classe, la plus élevée, avec une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Ils n'étaient qualifiés de délit qu'en cas de récidive. Mais pour la sécurité routière, cette sanction n'était plus adaptée à la gravité des faits et à leur recrudescence. Résultat, avec ce nouveau décret, dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée expose désormais à 3 mois de prison, jusqu'à 3 750 € d'amende et une inscription au casier judiciaire. À cela peuvent s'ajouter plusieurs peines complémentaires, comme une annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant 3 ans, une confiscation du véhicule ou encore une obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière. A noter qu'en 2024, plus de 63 000 excès de vitesse supérieurs ou égaux à 50 km/h ont été relevés, soit une hausse de 69% par rapport à 2017. La vitesse reste aujourd'hui la première cause de mortalité routière en France. Et on finit avec cette actu, l'album le plus vendu de l'année 2025 est Le Nord se souvient, l'Odyssée de Gims, sorti à la fin du mois de novembre, bien après sa version numérique. On y retrouve des titres comme Ninao ou encore Ciel. Selon le classement des albums les plus vendus en France en 2025, publié ce lundi par le Syndicat national de l'édition phonographique, le rappeur marseillais Jul arrive en seconde place avec DEP à vie. On retrouve ensuite Diamant Noir du rappeur Werenoi, décédé au mois de mai,
et Mega BBL de Théodora qui signe la meilleure performance féminine. Selon la Snap, les 10 meilleures ventes de l'année sont portées par des artistes produits en France et chantant en français. À noter que le classement cumule les ventes d'albums physiques, les téléchargements et les écoutes en streaming convertis en équivalent vente. Merci Julie pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format. Je vous rappelle qu'il est disponible en version podcast sur toutes vos plateformes d'écoute, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain.